Bonjour mes amis, un passage ou un séjour en réanimation est toujours traumatisant pour le patient et ses proches. Aujourd'hui en France, selon le chiffre officiel, plus de 6500 malades qui sont dans un état nécessitant les soins intensifs et doivent être reliés à des respirateurs qui doivent prendre le relais pour aider ces patients à survivre puis à se rétablir. La lourdeur, mes amis, des soins techniques en réanimation, la surveillance 24 heures sur 24, traiter, suppléer, sont des soins d'une grande technicité. J'ai une pensée à mes collègues, mes camarades qui travaillent en réanimation et en soins intensifs car c'est pas facile en ce moment. J'ai une pensée aussi aux collègues soignants dans l'ensemble et en particulier aux soignants qui ont contacté ce virus sur le lieu de leur travail, qui sont aujourd'hui malades, hospitalisés et pour certains qui nous ont laissés. Et j'ai une pensée à leur famille. L'appareil respiratoire est constitué de voies aériennes supérieures. Comme on le sait tous, il y a le nez et la bouche. Le nez qui sert à rentrer l'oxygène par l'air que nous respirons, l'air ambiant, qui sert à réchauffer, à dépoussiérer et à humidifier l'air qui rentre, qui va jusqu'à nos poumons. Dans la deuxième partie, donc le voies aériennes inférieures, nous avons la trachée. La trachée, après la trachée, il y a les bronches, les bronchioles et les alvéoles. Les alvéoles, c'est là où se font la transformation du sang veineux riche en gaz carbonique et le sang artériel riche en oxygène. L'oxygène diffusé dans le sang se fixe sur l'hémoglobine qui assure son transport jusqu'aux différentes cellules de l'organisme, tous les organes. Ces cellules utilisées génèrent le gaz carbonique. Et ce gaz carbonique est évacué par l'expiration. L'expiration, c'est comme si quand vous prenez un ballon et vous soufflez dedans. Par contre, l'inspiration, c'est quand vous avez de l'eau ou un verre rempli de jus et vous prenez une paille et vous aspirez. Dans la respiration, il y a deux phases. Il y a la phase expiratoire et la phase inspiratoire. Dans la phase expiratoire, donc, qui assure l'évacuation du gaz carbonique, et la phase inspiratoire qui permet à l'air de pénétrer dans le poumon avec la concentration de muscles intercostaux, dont la cage thoracique et le muscle diaphragme qui est juste en dessous du poumon. L'altération des poumons résulte de deux mécanismes. Le Covid-19 agresse directement le revêtement bronchique et pulmonaire, dont la membrane qui couvre les alvéoles capillaires est soit bouchée par le virus et entraîne un édème et une infection. Et c'est à ce niveau-là que le virus vient s'installer. En entraînant l'œdème, après l'œdème, il y a une inflammation et bref, une infection. Et cette infection empêche cette membrane-là de transformer, de faciliter ces échanges gazeux. D'où, premier signe, essoufflement. Deuxième signe, dyspnée. La conséquence, c'est détresse respiratoire, qui signe une véritable faillite pulmonaire. Les poumons touchés par la maladie ne remplissent plus assez bien leur rôle, à savoir faire passer de l'oxygène dans le sang. Le virus provoque une infection qui touche les alvéoles du poumon en les empêchant de laisser passer l'oxygène dans le sang et les organes. Par définition, le syndrome de détresse respiratoire, c'est une affection
parfois mortelle, caractérisée par l'incapacité des poumons à fournir suffisamment d'oxygène. Plus précisément, ce premier problème de santé est la cause des lésions de la paroi des capillaires. Le vaisseau sanguin n'arrive plus à tapisser les alvéoles comme il le faisait. Il résulte que les parois deviennent plus perméables et entraînent une accumulation des liquides et un éventuel effondrement des alvéoles, d'où la souffrance, d'où la détresse respiratoire. Et cette détresse respiratoire rend les échanges d'oxygène en gaz carbonique quasiment impossibles. Cette affection est soignée de plusieurs manières. Quand vous arrivez dans un hôpital ou aux urgences, c'est de voir les taux d'oxygène. Et souvent, les poumons ne sont plus capables de faire leur travail qui est de rentrer l'oxygène et de faire sortir le gaz carbonique. Et le traitement, on commence souvent par l'oxygène, les lunettes d'oxygène, ça c'est le premier réflexe. Et deuxième traitement, c'est l'oxygénothérapie nasale à haut débit, par un gros masque qui prend le nez et la bouche afin d'oxygéner les cellules, d'oxygéner le patient. Et si ces dispositifs ne marchent pas, il y a une ventilation non invasive par le masque qu'on utilise. Et si ces dispositifs ne suffisent pas et que la santé du patient se dégrade brutalement, là intervient la ventilation mécanique ou le respirateur artificiel. La première étape avant l'intubation, c'est le coma artificiel qui est induit par l'anesthésiste réanimateur. La Société française d'anesthésie réanimation définit les comas artificiels comme l'utilisation de moyens médicamenteux destinés à assurer le confort physique et psychique du patient et à faciliter des soins. Il permet au patient de ne pas souffrir et de ne pas avoir conscience de ce qui arrive pendant un laps de temps. L'intubation, c'est l'anesthésiste réanimateur endort le patient, dont induit un coma artificiel afin d'intuber le patient. Il passe dans la trachée sous anesthésie générale et branche le tuyau à l'aide de respirateurs afin d'aider le patient à respirer artificiellement. Le respirateur va ouvrir les poumons et les oxygéner. Donc, le but d'intubation est de sécuriser les voies aériennes au patient, car pendant l'anesthésie générale, le patient inconscient risque la régurgitation, c'est-à-dire le remontée d'acide, dont le retour à la bouche du contenu de l'estomac qui peuvent être dangereux si ces contenus passaient dans le poumon. En temps normal, ce service sert en réalité à toute personne qui présente un ou des défaillances viscérales, mettant directement en jeu le pronostic vital et impliquant les recours des méthodes de suppléance. C'est ce qui est marqué dans le Code de la santé publique. On dénombre 6 organes vitaux. Il y a le rein, il y a les poumons, il y a le foie, il y a le cerveau, il y a le cœur et il y a le pancréas. Selon certains spécialistes, quand il y a 2 atteintes de ces organes, il y a le risque des pronostics vital. D'où l'indication de la réanimation. Ça, c'est en temps normal. Mais aujourd'hui, mes amis, ce qui amène les gens en réanimation, ce n'est plus ça. La réanimation, c'est quand, normalement, dans l'état normal, c'est quand quelqu'un sort du bloc et que ça ne va pas. Il passe par la réanimation pour une surveillance des paramètres. Après la surveillance des paramètres en réanimation, la personne va en soins intensifs et des soins intensifs, si ça se stabilise, la personne regarde sa chambre.
Mais dans le cas du coronavirus, les gens arrivent fatigués aux urgences. Depuis plusieurs jours, les gens n'arrivaient plus ou n'arrivent plus à s'alimenter, n'arrivent même plus à se lever pour aller aux toilettes, dans un état d'épuisement très prononcé. Et ces gens arrivent directement aux urgences. Et des urgences, ils vont soit en soins intensifs pour être reliés à des machines, pour supplier à la respiration défaillante naturelle, et se retrouvent aussi en réanimation. Vous voyez que c'est un peu différent par rapport à la réanimation traditionnelle. Alors, à quoi sert le respirateur? Le respirateur, c'est une machine qui remplace le travail des poumons. Tant que le patient est incapable de respirer seul, le respirateur aide le patient, aide le poumon à respirer. Alors le but de respirateur, c'est quoi? C'est une machine qui assure toute la ventilation et l'oxygénation des poumons, dans le but de mettre le poumon au repos quand il y a eu une infection sévère, comme dans le cas de détresse respiratoire. Donc un respirateur artificiel ou un ventilateur, c'est pareil, c'est un appareil médical d'assistance respiratoire qui permet les échanges gazeux entre l'organisme et l'environnement, donc l'air ambiant. Autrement dit, cet appareil vise à assurer une ventilation artificielle du poumon à un patient souffrant d'une insuffisance respiratoire. Je parle vraiment du cas du coronavirus. Oui, dans le temps, l'aspirateur est utilisé aussi lors d'une opération chirurgicale traditionnelle. Alors, la ventilation artificielle ou les respirateurs artificiels, je vous disais que c'est la même chose, c'est juste des synonymes, regroupe les méthodes de premier secours, de médecine, que les anesthésistes réanimateurs utilisent pour apporter de l'air ou de l'oxygène aux poumons, lorsque la respiration spontanée d'une personne est inefficace ou s'est arrêtée. Alors, c'est quoi les objectifs des ventilateurs ou respirateurs? Les objectifs sont les suivants, il y en a plusieurs, mais les principaux objectifs, c'est ne pas aggraver les lésions pulmonaires, ici par rapport aux édèmes et à l'inflammation créée au niveau des alvéoles, ne pas les aggraver, le mettre au repos, corriger suffisamment les échanges gazeux, permettre le retour le plus rapidement possible à la ventilation spontanée, donc naturelle. À ces jours, c'est le dernier recours, mes amis, l'ultime chance de survie pour les victimes du coronavirus en détresse respiratoire aiguë. Plus ou moins, d'après les spécialistes, ils disent 10 à 15 jours. Mais, mes amis, à vrai dire, c'est extrêmement variable. Je dirais de quelques heures à plusieurs semaines. Ce sont les soins qui déterminent sa durée, que le médecin s'efforce de rendre la plus courte possible. Mais aujourd'hui, il y a des patients qui sont en réanimation depuis plus de 4 semaines. Et vous savez, plus on reste longtemps en réanimation, donc plus ça va être difficile de s'adapter puisqu'il y a la fatigue. Les gens qui restent plus de 4 semaines en réanimation vont être amenés à se réadapter à beaucoup de repos, à la rééducation. Voilà, donc les médecins s'efforcent pour écourter ce délai, cette durée, mais tout dépend, on est tous différents. Ça dépend des antécédents des patients, ça dépend aussi de plusieurs facteurs. En guise de conclusion, le meilleur moyen de ralentir, de freiner la progression, la propagation de l'épidémie reste l'application de mesures barrières. Évitez les chaînes de télévision qui diffusent des infos en continu, car vous savez, le système immunitaire est très lié au stress et au système émotionnel. Ça va encore engendrer l'inquiétude auprès de la famille et auprès des amis. Portez le masque anti-projection, qu'on appelle le masque chirurgical.
restez chez vous. Je terminerai toujours cette émission par un conseil de maman qui me disait tout le temps en Tétéla que papa Dembaki Ndekama Nyamase, ce qui veut dire papa, être en bonne santé, être bien portant est mieux que d'avoir un grand repas, un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.